Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à tous et à toutes, je suis Héloïse Belay en direct de Radio Anthropocène et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission La chèvre et le chou. En cette nouvelle saison, nous avons décidé de consacrer plusieurs émissions à la présence des animaux de rente et d'élevage en ville. La dernière fois, nous avons ainsi discuté des poules composteuses et des chevaux territoriaux avec Clara Lyonnais-Voutaz. Et aujourd'hui, nous parlerons moutons. Plus particulièrement, nous allons nous intéresser au sujet de la gestion pastorale, donc nous y reviendrons, et à l'association lyonnaise La Bergerie Urbaine qui met en place cette pratique sur notre territoire. En effet, jusqu'au 19e siècle, les troupeaux d'animaux n'étaient pas rares en ville. Production, transport, échange de marchandises, ils remplissaient diverses fonctions. Mais avec le courant hygiéniste, la ville est rapidement repensée, tout comme notre proximité aux troupeaux. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'initiatives visant à réintroduire ces animaux domestiqués en ville, avec des objectifs variés. Mais je ne vous en dis pas plus, c'est aujourd'hui Blandine Revaux, salariée de l'association La Bergerie Urbaine, qui le fera pour moi. Bonjour Blandine. Bonjour. Alors merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler déjà de la Bergerie Urbaine, mais de toi aussi, quelles sont les démarches de l'association, vos objectifs, vos valeurs et quel est ton poste au sein de l'association ? Alors, la Bergerie Urbaine, c'est une association qui existe depuis 2018 et qui a pour but, vraiment l'objet dans les statuts, c'est donner une valeur nourricière aux espaces naturels urbains par la pratique de l'agriculture et en l'occurrence de l'élevage, puisque comme son nom l'indique, la Bergerie Urbaine élève des brebis. Voilà, donc avec, on va dire qu'on a 3 types d'activités principalement. La première, donc c'est la production agricole. On fait de la viande d'agneau et de mouton. On fait aussi quelques productions végétales avec les produits qu'on trouve dans nos prairies. On travaille la laine des moutons aussi pour faire des objets qu'on vend. Tout ça artisanalement en interne de l'association. Et donc pour accéder à du terrain pour élever nos brebis, on fait aussi de la gestion pastorale, comme tu disais. Donc là aujourd'hui, on a 13 ou 14 hectares en entretien sur la métropole de Lyon, avec des structures variées. Et notre troisième activité, c'est des activités pédagogiques, où en fait, on fait pas mal de pâturage itinérant. En gros, concrètement, on sort le troupeau en ville, on va rencontrer les habitants et ça nous permet d'animer des territoires et d'avoir des discussions un peu sur les enjeux agro-environnementaux du territoire, sur la ville, sur l'alimentation, etc. avec les habitants. Mmh. Voilà. Et donc pour ma part, je suis salariée de l'association depuis 1 an et demi. C'est une reconversion. Avant, je travaillais dans l'industrie pendant un certain temps. Voilà. J'ai découvert la bergerie urbaine comme bénévole et je suis devenue salariée ensuite. Et là, justement, est-ce que tu pourrais peut-être nous raconter comment s'est montée l'association, comment ça s'est passé Voilà, comment démarrer le projet et comment est-ce que ça s'est mis en place sur le territoire surtout? Ouais. Donc le groupe à la base qui a fondé l'association, qui a déposé les statuts, etc. Il était composé de plusieurs personnes, mais notamment mon collègue salarié Bastien, qui lui avait déjà une expérience professionnelle dans le domaine. Il a fait des études en lien avec l'environnement, la gestion d'espaces verts, etc. Il a travaillé dans le social et notamment il avait aussi une expérience d'entretien d'espaces verts avec des animaux. Donc ça a quand même bien aidé au départ. Lui et une autre bénévole ont aussi été formés par une association qui a une démarche similaire qui s'appelle Cleanamen à Paris. Donc ils ont aussi un peu pris d'expérience là-bas. Et voilà, et donc l'asso a été fondé fin 2018. Les moutons sont arrivés au printemps 2019 et donc ça, bien sûr, c'était conditionné par le fait d'avoir à disposition un premier terrain. Donc c'est en l'occurrence Habitat Humanisme qui nous a fait une convention d'entretien sur un de leurs foyers qu'on a toujours d'ailleurs. Mais voilà, c'est ce qui a permis du coup le début du projet, quoi.
Et justement, là, tu t'expliquais donc, que toi et Bastien, vous étiez salariés. Donc avant, tu étais bénévole. Donc il y a des salariés, des bénévoles. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ou d'autres acteurs qui composent l'association ? Et je pense notamment donc voilà, à cette question du terrain, mais ou encore tu parlais de faire des animations d'ailleurs. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi des acteurs avec qui vous allez avoir peut-être des partenariats voilà, en fait, comment ça se construit humainement, l'association ? Ouais, alors l'association, elle a donc, je sais plus, on doit avoir 140 adhérents, quelque chose comme ça. Une trentaine de membres actifs, donc bénévoles, et 2 salariés. Donc ça, c'est tout pour, on va dire, en interne de l'association. Et ensuite, l'accès au terrain, il se fait par des conventions de différents types. Mais en général, aujourd'hui, c'est des conventions qui sont conditionnées à l'entretien du terrain. Donc on va dire que c'est un partenariat où les moutons broutent l'herbe. Nous, humains, on fait un complément d'entretien du terrain pour qu'il soit entretenu correctement. Et on est rémunéré pour ça et on a le terrain à disposition en échange. Ok. Voilà. Après, au niveau des partenariats, on travaille beaucoup quand même en lien avec les collectivités locales de la métropole. Par exemple, on est intervenu en animation sur une dizaine de communes cette année. Il y a des communes qui nous soutiennent depuis le début, qui nous font venir intervenir, etc. Aussi parce que voilà, c'est des animations qui fonctionnent bien sur leur territoire. Et voilà, il y a de temps en temps, on a des communes qui arrêtent, d'autres nouvelles qui viennent, etc. Ok. Donc ça peut se renouveler de temps en temps. La métropole aussi nous aide sur l'organisation de notre événement annuel, notre gros événement qui est la petite transhumance du Grand Lyon, qui a lieu en octobre chaque année. Ok. Voilà. Où vous faites du coup déplacer les moutons sur un parcours, il me semble que c'est ce que j'ai vu. C'est ça, c'est 4 jours d'itinérance. On va d'un point A à un point B. Alors, c'est pas la transhumance comme dans les alpages, hein. On va pas chercher de l'herbe, mais il y a quand même des parallèles intéressants. Par exemple, les moutons vont traverser des territoires où ils vont pas d'habitude. Ça leur permet d'avoir accès à d'autres végétaux, par exemple. Eux, ils savent très bien se complémenter. Dans leur alimentation, ils choisissent aussi des aliments qui leur font du bien. Et donc, quand ils sont toujours sur le même terrain, certains aliments, ils vont pas les trouver. Donc, de sortir sur un autre parcours, ça leur permet de trouver ça. Et puis, voilà, il y a ce côté où on traverse des espaces qui sont, où les gens ne sont pas habitués à avoir des moutons. Donc, ça fait des chouettes rencontres, ouais. Et alors, avant de revenir un peu sur des questions que ça soulève, tout ça, moi, j'ai cru comprendre que dans l'association, vous parliez plutôt de gestion pastorale. On entend souvent des termes tels qu'éco-pâturage ou éco-pastoralisme, et j'ai l'impression que donc, pour vous, c'était important de mobiliser le terme de gestion pastorale. Pourquoi ? Est-ce que tu peux revenir sur ce choix et sur ce que ça signifie pour vous ? Oui, alors c'est comment on pinaille un peu, mais le terme éco-pâturage aujourd'hui, il est utilisé par des structures donc, qui font effectivement de l'entretien d'espaces verts avec souvent des moutons, des chèvres, etc. En l'occurrence, c'est une vision qui nous correspond pas trop. En tout cas à laquelle on veut pas trop s'associer, déjà parce que il y a eu tout un boom un peu de l'éco-pâturage avec des entreprises qui font appel peut-être pour verdir un peu leur image, et donc des entreprises de paysagistes qui répondent en parfois déplaçant des troupeaux sur plusieurs centaines de kilomètres pour aller répondre à ces demandes-là. Donc voilà, c'est pas un modèle qui est le plus vertueux qu'on puisse imaginer. Et puis, pour moi, ça participe aussi d'une vision un peu qui est très moderne de l'animal-machine, où en fait, on va penser l'animal juste pour une de ses fonctions. Là, en l'occurrence, le mouton, il tond la pelouse. En fait, non, un mouton, c'est beaucoup plus que ça. À la base, le mouton, il a été élevé par l'humain pour se nourrir, pour faire de la laine, pour aussi les interactions sociales, en fait. C'est quand même un animal qui est assez affectueux. Voilà, il y a plein de choses autour de ça. Et donc, nous, ça nous dérange un peu ce terme qui réduit le mouton à une tondeuse écologique, quoi. Et oui, il y a une simple prestation qui serait de tondre. Ouais.
Et justement, j'ai un peu des questions sur tout ce processus et sur comment les moutons, une fois que la prestation est réalisée, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'ils vont. Mais peut-être déjà avant, est-ce que les moutons que vous choisissez, comment en fait est-ce que vous choisissez ces moutons? Est-ce qu'il y a des races spécifiques? Voilà, comment... Alors à l'origine, j'ai cru comprendre, j'étais pas là, mais que ça avait fait l'objet de grandes discussions au départ de l'association. Mais donc c'est la race vendéenne qui a été choisie pour les premières brebis de l'association. C'est une race, on va dire, qui est plutôt d'élevage conventionnel à la base, mais qui a une bonne résistance ce qu'on appelle le choc d'azote. Donc en gros, c'est une race qui peut manger particulièrement riche sans avoir trop de problèmes de santé. Au contraire, par exemple, des races rustiques qui, elles, ont besoin d'une alimentation plus pauvre, sinon elles vont pas bien, quoi. Donc voilà, et comme en ville, dans les espaces verts, souvent qui sont entretenus par la tonte mécanique, il y a beaucoup de repousses azotées, le terrain est quand même assez riche. Et voilà, donc ça permet d'éloigner ces problématiques-là. Et il y avait aussi un aspect esthétique, où quand même on sait que pour un projet d'agriculture en ville, il faut qu'il y ait une acceptation un petit peu des habitants, des partenaires, etc. Donc on a choisi une belle race de moutons. Voilà. Ça participe peut-être à ce que tu disais tout à l'heure, quand vous faites la transhumance, oui. Ça attire aussi le contact de la part des habitants. Oui, je pense que si c'était une autre race de moutons un peu moins jolie, on va dire, ça marcherait quand même, mais ouais. C'est sûr qu'on est assez fiers d'avoir des beaux moutons. Et donc ça, c'était le troupeau de départ. Il y a 12 brebis, un bélier qui sont arrivés donc au printemps 2019. Et depuis, quasi tous les moutons de notre troupeau descendent de ce premier troupeau-là. Je dis quasi tous parce que notre bélier, on le renouvelle de temps en temps pour faire un peu de brassage génétique. Et justement, déjà, à quelle fréquence est-ce que vous déplacez le troupeau? Comment ça s'organise? Et aussi, où est-ce que se situent les lieux où ils sont présents et emmenés lors des déplacements? Ouais. Donc, sur l'aspect vraiment gestion pastorale, donc les endroits où ils vont rester plusieurs semaines, on va dire. Là, ça va... on a des terrains principalement à Lyon-Neuf et dans les Monts d'Or. On essaye de rester le plus proche de Lyon-Centre possible, aussi pour l'accès pour nos bénévoles, et puis ça reste le principe de l'association. Mais voilà, c'est dans ces endroits aujourd'hui qu'on arrive à accéder à du terrain. Ensuite, combien de temps on reste à chaque fois, ça va beaucoup dépendre, par exemple, de la saison, puisque au printemps, en automne, on a l'herbe qui pousse... beaucoup plus qu'en été et en hiver, où là, pour le coup, la croissance s'arrête complètement. Donc, en fait, au printemps, par exemple, on va pouvoir rester un peu plus longtemps. On pratique ce qui s'appelle le pâturage tournant. Donc, en fait, quand on est sur un site, on va le découper en plusieurs petits parcs. Et on va faire tourner le troupeau d'abord dans le parc 1, puis le parc 2, puis le parc 3. Si on est au printemps, par exemple, et que l'herbe pousse en permanence, quand on a fini de faire tous nos petits parcs, on peut retourner sur le premier puisque l'herbe a repoussé, a eu le temps de repousser. Quand c'est en été, c'est pas forcément le cas. Donc on change plus souvent de site, et puis on essaye aussi de s'arranger, par exemple, de les mettre sur un site plutôt à l'ombre en été, en juillet-août, alors qu'on va plutôt les mettre au soleil en mars-avril, quoi. Mmh. Oui, il y a aussi toute une question de bien-être auquel vous faites attention, oui. Aussi pour les animaux. Et justement, tu parlais tout à l'heure de la viande ou des produits que vous proposiez dans l'association. Donc voilà, comme je le disais, comment ça se passe quand les moutons ont fini de tondre, ou peut-être qu'ils sont trop âgés? Est-ce qu'ils sont tous mangés? En fait, comment se déroulent ces étapes de production? Ouais, alors le principal de notre production, ça reste de l'agneau, hein. Donc c'est effectivement des agneaux qu'on fait naître exprès pour les manger. Alors on fait attention quand même par rapport à de l'élevage conventionnel, à les laisser sous la mer le plus longtemps possible. Là, on a fait un abattage en novembre, les agneaux avaient 10 mois, donc ils sont sevrés naturellement.
Voilà, comment dire, on essaye un peu de trouver un compromis là-dedans, de faire de la viande d'agneau, mais quand même que ce soit des agneaux qui aient vécu une belle vie. Et après, très concrètement, j'ai pas répondu sur les adultes. On a aussi ce qui s'appelle la réforme dans l'agriculture. Donc c'est certaines brebis qui sont soit trop vieilles, soit je sais pas. Par exemple, on a eu une brebis qui boitait depuis un certain temps qu'on n'arrivait pas à soigner. Bon, au bout d'un moment, elle souffre, donc on se dit que vaut mieux que sa vie s'arrête maintenant et qu'on la mange. C'est des choix qui sont pas faciles à faire. Mais voilà, donc on abat une vingtaine d'animaux par an à peu près. Cette année et l'an dernier, je crois que c'était ça. Et on fait 2 abattages par an. Donc là, pour le coup, on est obligé légalement de passer par un abattoir agréé, un découpeur agréé, avant de vendre la viande. Et justement, est-ce que le fait de proposer de la viande, ça a été un peu, peut-être une évidence, comme tu le disais, de pas juste utiliser le mouton pour tondre la pelouse et de répondre à d'autres fonctions. Est-ce qu'il y a eu des questionnements, ou est-ce que ça a soulevé, je sais pas, peut-être je pense à la question de l'attachement aux animaux, notamment des bénévoles, ou voilà, peut-être qu'il y a eu des conflits ou des problématiques autour de ça, ou pas, je ne sais pas. Ouais, bien sûr, c'est des questions qu'on se pose forcément et périodiquement, parce qu'il y a aussi toujours des nouveaux bénévoles qui se posent ces questions. Mon prédécesseur avait écrit un très bon article à ce sujet qui s'appelle « Et vous les mangez ?» qui est sur notre site internet. Mais donc, pour résumer, on va dire que... en tout cas, moi, ma position, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les gens mangent de la viande et ça va pas s'arrêter à court terme. Donc, en fait, nous, notre rôle là-dedans, c'est aussi essayer de se réapproprier cette production de viande en la rendant la plus cohérente possible avec nos valeurs, quoi. En essayant de justement faire quelque chose qui ait du sens, des animaux qui aillent bien, et des liens humain-animal qui profitent aux deux, tout en restant quand même dans cette problématique de ça reste des animaux qui sont élevés pour qu'on les mange. Voilà, après, les positionnements sont différents dans l'association. Mais c'est vrai que les bénévoles, pour la plupart, mangent peu de viande à côté de la viande de la bergerie. Voire même, on mange de moins en moins, etc. C'est quand même des prises de conscience qui amènent à moins consommer de viande alors qu'on en produit. Et oui, parce que j'ai pas précisé, mais à peu près 1/3 de la viande qu'on produit avec les moutons de l'association est redistribuée entre les bénévoles. Ok. Et du coup, pour le reste, comment ça se passe ? Justement, là, tu parlais de 2 abattages par an. Comment est-ce que vous distribuez le reste de la viande ? Comment ça se passe ? Ouais, donc 1/3 pour les bénévoles qui reçoivent en fonction des heures qu'ils ont passées de bénévolat. Et ensuite, alors l'an dernier, on avait aussi 1/3 qu'on a vendu à des restaurateurs et 1/3 en vente directe. Là, cette année, un peu moins côté restauration. Je pense que le milieu de la restauration a l'air de ne pas aller très bien. Mais voilà, donc on a compensé avec de la vente directe. On a plus fait, je pense... quelque chose comme 25-45% en resto vente directe. Ok. Et voilà, niveau vente directe, on voit qu'en fait, il y a toujours de la demande. Là, on a quand même beaucoup augmenté nos quantités par rapport à l'année dernière. On a réussi à tout vendre. Tout était vendu avant que les animaux soient abattus, quoi. Ok, donc oui, vous faites peut-être des précommandes, c'est ça ? Ouais, c'est ça. On fait des précommandes donc, on vend la viande sous forme de colis, ce qui permet d'avoir un mélange de pièces, on va dire, plus nobles et de pièces à cuisson lente, comme on dit. Et donc ça, on les met en précommande sur notre page Hello Asso. On donne rendez-vous un certain jour à une certaine heure. On va chercher la viande chez le découpeur avec le camion frigo. On prépare tous les colis, etc. Et on donne rendez-vous
pour la distribution. Mais donc voilà, c'est moi en arrivant en tout cas dans l'association, j'étais étonnée de voir que effectivement il y a vraiment suffisamment de monde qui est prêt à nous acheter notre viande à un prix qui est quand même au-dessus de celui du marché, et en plus qui est prêt à se déplacer pour venir la chercher sur une date contrainte, quoi. Oui. Et est-ce que ça fonctionne pareil pour les autres produits de l'association, ou là ça va être un peu différent? Non, les autres produits de l'association, ils sont en vente un peu toute l'année sur notre boutique en ligne. Et de temps en temps, on fait des stands de vente de produits, alors souvent associés avec d'autres événements comme la transhumance par exemple. Ou de temps en temps, quand on a l'occasion, là on va faire un marché de Noël, ce genre de choses, quoi. Et est-ce que la demande est aussi forte que pour la viande justement, ou... C'est différent, on arrive à vendre tout ce qu'on produit. Okay. Donc voilà, pareil dans une démarche. Alors, je pense qu'il y a aussi de l'achat de soutien un petit peu là-dedans, où ça va être des personnes qui sont proches du projet ou qui découvrent le projet et qui veulent nous soutenir. Mais ouais, on a quand même, on arrive à vendre tout ce qu'on produit sans trop de problèmes. Ouais. Et quels sont les retours? C'est un peu là-dessus que je pense finir. En fait, quels sont finalement les retours que vous avez, que ce soit de la part des habitants, de vos partenaires, et au-delà des retours, est-ce qu'il y a aussi des freins particuliers pour l'association aujourd'hui? Sur les retours, alors on en a beaucoup quand on fait des sorties en ville, en animation. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un de pas content quand il croise le troupeau de moutons. Globalement, les gens sont surpris et contents. Au pire, s'il y a de l'indifférence, mais globalement, c'est vraiment, quand on passe, tout le monde sourit. Les enfants courent vers nous, bref, c'est très joyeux. Donc ça, c'est très gratifiant quand même dans cette activité. Le retour des partenaires, c'est globalement très bon aussi, puisqu'on a des collectivités avec lesquelles on travaille depuis le début de l'association, ou en tout cas depuis que l'association propose de faire de l'animation, et qui sont toujours contents et qui nous font revenir. Donc voilà, ça fait plaisir. Et après, sur les freins, nous, c'est principalement, depuis ses débuts, l'association cherche un site, on va dire, fixe, sur lequel on serait rêvons en bail agricole. Non, mais au moins une convention un peu moins précaire. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Voilà. On a aussi nos exigences, parce que forcément, travailler avec des animaux, ça demande une certaine surface, une certaine configuration. Mais voilà, j'en profite de la grande audience du podcast pour faire un appel. Si jamais vous avez un site de 2 hectares en centre-ville, on sait jamais, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, mais donc ouais, ça c'est quand même quelque chose qui au quotidien complique les choses, parce que on est beaucoup en déplacement, en itinérance. Voilà, donc c'est l'organisation qui est impactée par ça. Mais voilà, sinon tout roule, ouais, tout va bien. Oui, principalement l'accès au foncier en fait. Ouais, l'accès au foncier. Et du coup, la volonté politique qui va avec, quoi. Et donc là, c'est vrai que l'année 2026 qui arrive avec les échéances électorales fait un peu peur. Je pense qu'on n'est pas les seuls à être un peu inquiets, mais bon, voilà. Normalement, on est quand même très demandé partout, donc on espère que ça va se passer comme avant. Et que ça continuera. Ouais. Bien, merci beaucoup Blandine pour cette discussion. Je suis vraiment ravie d'avoir découvert l'association et d'avoir pu la présenter au micro de Radio Anthropocène aujourd'hui. Comme tu l'expliquais, la démarche de la bergerie urbaine ne vise pas uniquement à mobiliser le troupeau pour la gestion des espaces végétalisés. Elle crée aussi du lien entre les humains et les animaux, et elle propose de replacer des pratiques pastorales et plus agricoles au cœur de la ville, et puis des produits un peu plus locaux.
En tout cas, pour nos auditeurs, si vous êtes motivés pour apprendre le métier de berger, n'hésitez pas à contacter la bergerie urbaine ou peut-être à filer un coup de main, ou en effet à proposer un terrain de plus de 2 hectares, c'est ça, à Blandine, on ne sait jamais. Et vous pouvez vous rendre sur leur site web, il y a tout un tas d'informations et c'est plutôt très bien fait. En attendant, on vous remercie pour votre écoute et vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes de La Chèvre et le Chou sur le site de Radio Anthropocène, mais aussi sur toutes les plateformes musicales. Et on se dit à très vite pour une nouvelle émission. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.